Bonsoir à tous. Alors, je ne sais pas si des gens sont déjà connectés. Je vais attendre un petit peu que les gens rejoignent le live. On a annoncé ce live depuis plusieurs jours sur les réseaux sociaux et sur Internet. Voilà, je suis Bilguissa Diallo. Je suis ravie de vous accueillir aujourd'hui pour le live qui concerne la remise de prix du prix D'ailleurs et d'ici. C'est un prix que nous avons lancé en 2012, pardon, que nous avons lancé cette année, en 2020, et que nous allons remettre à l'auteur Mintra Nui, que nous accueillerons tout à l'heure. Avant de faire participer l'auteur, je vais faire rentrer sur le live Mark Shepson, qui est le fondateur du média D'ailleurs et d'ici. Donc pour ceux qui connaissent D'ailleurs et d'ici, c'est le média de la France plurielle. On est consultable sur Internet. Vous pouvez justement suivre l'annonce de nos articles sur Facebook, si vous êtes inscrit à notre newsletter, et également sur Instagram. Donc je vais essayer de faire rentrer Marc pour avoir un petit échange avec lui avant de démarrer le live avec l'auteur. Alors permettez-moi juste un instant, je vais essayer de l'inviter. Hop. Alors, les joies de la technologie, ça ne marche pas toujours. Un instant. Je vais inviter Marc. Alors, hop. Voilà, un instant. Est-ce qu'il est disponible? Live. Est-ce qu'il est connecté? Il est connecté. Bonjour Marc. Bonjour. Tu Ah, m'entends bien? Tu me vois bien? je t'entends bien, je te vois bien. Bon, alors comme je disais aux participants qui ont rejoint la vidéo et que je suis ravie d'accueillir aujourd'hui, nous sommes ici pour le live qui consacre en fait le prix D'ailleurs et d'ici que nous avons lancé l'année passée, que nous avons initié l'année passée, un peu sur un coup de tête. Hein, tu me rejoindras sur cette question. En fait, on l'a envisagé au cours d'une réunion juste après le confinement. Parce qu'en fait, on est tous, comme tu sauras bien le dire, des amoureux des livres, et on avait envie de prolonger l'ADN du média dont je fais partie. Je suis journaliste chez D'ailleurs et d'ici, et donc on avait envie de prolonger l'ADN du média vers un prix littéraire, le prix donc que nous attribuons aujourd'hui à Mintran Lee, qui nous rejoindra tout à l'heure sur le live. Donc voilà, l'occasion aujourd'hui, on a l'occasion de présenter un petit peu plus en détail notre travail avant de faire rentrer notre invité. Donc Marc, en fait, tu pourrais nous dire quelques mots sur D'ailleurs et d'ici pour les gens qui seraient connectés et qui ne connaissent pas notre travail? Comment tu nous définirais? Volontiers, bah, je nous définirais comme un média qui essaye de bousculer les choses, de les faire bouger positivement en construisant, ce qui n'empêche pas la critique, loin de là, et qui essaye d'apporter un souffle à une France qui en a quand même bien besoin aujourd'hui. Je crois qu'elle peut pas se faire, elle ne peut pas faire l'économie de ce type de proposition qui veut revitaliser finalement la société française en faisant en sorte qu'elle assume tout ce qu'elle est, tout ce qu'elle a été, tout ce qu'elle a produit et ses multiples visages d'aujourd'hui. Quand je parle de visage, je ne parle pas seulement d'apparence, mais d'histoire. La France plurielle, ce n'est pas une notion cosmétique, c'est pas une notion pour c'est pas un slogan publicitaire, c'est une réalité et c'est une réalité qui manque de reconnaissance aujourd'hui. Donc D'ailleurs et d'ici veut proposer avec d'autres, bien entendu, une démarche de construction dynamique qui révèle en fait tous les talents de cette France plurielle et tout ce qu'ils ont apporté dans le passé et ce qu'ils apportent aujourd'hui et quel futur, quel destin on peut construire ensemble. Voilà, c'est ça qui nous intéresse particulièrement. Mais pour construire un destin ensemble, il faut que chacune et chacun soit reconnu à sa juste place et à sa juste valeur. Donc c'est ça que propose d'ailleurs Edici. Alors c'est avant tout, comme tu l'as dit,
un média d'information en ligne, d'ailleurs et d'ici.news. C'est pas seulement ça, ce sont aussi des rencontres live quand le temps le permet, ce qui n'est pas le cas actuellement. En ce Ce moment, sont c'est un peu compliqué. Voilà, voilà. Ce sont aussi beaucoup d'ateliers jeunesse sur tout le territoire national, des ateliers d'histoire et de mémoire sur l'histoire de cette France plurielle et notamment l'histoire de la traite et de l'esclavage, l'histoire coloniale et l'histoire de la Shoah. C'est aussi un centre de ressources en ligne dans lequel on peut trouver des livres, des bandes dessinées, des chansons, des expos de photos, des personnes référentes qui peuvent intervenir sur ces sujets qui sont encore maltraités, soit trop peu traités, soit d'une manière trop inégale qui entraîne une concurrence des mémoires contre laquelle nous voulons nous battre. Donc nous voulons traiter à égalité tous les grands traumatismes qui font ce que nous sommes aujourd'hui. Mais comme nous ne sommes pas, bien heureusement, que des traumatismes, nous voulons aussi mettre en valeur l'innovation, la créativité, que ce soit à travers l'entrepreneuriat, que ce soit à travers les questions sociétales que pose aujourd'hui cette France plurielle pour sa reconnaissance, et puis sa créativité. Et là, on en vient au prix littéraire, parce que les populations qui sont soit exclues, soit marginalisées, etc., ne sont pas que victimes d'une exclusion, ne sont pas que victimes d'une marginalisation. Elles inventent. Elles inventent d'autres récits, d'autres langages, d'autres formes, qui racontent autrement cette France que nous partageons. Que ce soit à travers les arts plastiques, à travers la photographie, à travers la musique, à travers le cinéma et à travers la littérature, bien évidemment. Il y a aujourd'hui un enjeu d'expression, de pouvoir tendre un miroir pluriel à cette société plurielle et que chacun et chacune puisse investir dans ces imaginaires qui ont été trop longtemps tus ou trop longtemps mis de côté. Voilà, la littérature aujourd'hui apporte justement de nouvelles histoires avec cette France plurielle. Nous sommes plusieurs dans l'équipe à être aussi des auteurs, à écrire, à lire beaucoup et à chercher justement des inspirations, de quoi nous projeter, de quoi rêver, de quoi réfléchir dans des livres qui racontent ces autres France. Voilà. D'où ce prix. Ben justement, tu peux faire le lien entre ce qu'on a voulu mettre en lumière par l'intermédiaire de ce prix, comment on fait le lien entre le travail qu'on développe justement au sein du média d'ailleurs et d'ici, les différentes formes que tu as évoquées, que ce soit le centre de ressources, les ateliers ou les articles que nous faisons dans le cadre du média en ligne. Et justement le type d'auteur qu'on a voulu mettre en valeur, parce qu'évidemment, même si on est universaliste comme tout bon français qui se respecte, on a aussi envie que chacun y voit au chapitre et que, comme tu le disais, tout le monde soit représenté. Donc, quel type d'auteur on a choisi, nous, de mettre en lumière pour que ce soit justement en résonance avec l'ADN de d'ailleurs et d'ici. Tu peux nous en dire un petit peu plus? Oui, des auteurs qui bousculent, des auteurs qui dérangent quelque part, qui dérangent parce que leurs histoires viennent quelque part se cogner d'une certaine manière à une vision monochrome. Et quand je parle de monochrome, je ne parle pas que de couleurs, je parle aussi de récits de vie, d'existences différentes. Et donc des auteurs qui nous bousculent, et on a besoin d'être bousculé, on a besoin d'être dérangé, on en a marre de s'ennuyer quelque part. On a vraiment envie d'être perturbé de cette manière. Et la littérature, c'est ça, c'est de la perturbation. Et la perturbation dynamique, la perturbation qui fait bouger les neurones. Donc on a cherché effectivement des auteurs qui nous font cet effet-là, et en espérant qu'ils trouveront aussi, beaucoup ont déjà trouvé, bien heureusement, sans nous attendre, leur public, mais qui vont aussi, à travers ce prix et ces initiatives, et bien, quelque part, trouver encore plus d'écho. Notamment, vous savez, on dit souvent les jeunes ne lisent pas, les jeunes lisent peu, les garçons ne lisent pas, etc. Tout ça, c'est n'importe quoi. En réalité, les gens vont là où on leur tend un miroir possible et là où ils peuvent se projeter. Et se projeter dans quelque chose qui n'est pas une copie conforme de leur vécu. C'est là que l'imaginaire prend une place très importante. Et donc, nous avons cherché aussi des récits qui, au-delà du témoignage, proposent des imaginaires.
des constructions dans des histoires, des langues, des langages, des manières de vous emmener, de vous emporter, et qui montrent bien que, quelque part, une littérature écrite par des personnes qui se rattacheraient à une minorité ne sont pas des livres Ah, destinés. oui. Je crois que ça capte un petit peu moins bien. Je t'ai moins entendu. J'espère que ce n'est pas le cas des autres. Tu captes bien? Moi, je capte très bien. Ah d'accord, parce que pendant un temps ça a tourné dans le vide, donc je ne sais pas si tout le monde a eu le même résultat que moi, mais donc du coup tu peux reprendre un petit peu justement sur ce qui fait la spécificité des textes qu'on a eu à lire et qui sont globalement pas forcément les textes qui sont le plus mis en lumière par ce qu'on appelle, enfin dans le cadre d'autres prix littéraires un peu plus classiques, ce qu'on a l'habitude de voir, qui est un peu plus exposé. Mais donc, comme je te disais, des récits qui dérangent parce que, quelque part, ils racontent ces autres France, mais aussi parce que, au-delà du témoignage, ce que je disais, c'est qu'ils nous embarquent dans des imaginaires. Ils nous embarquent, ils nous emportent, ils nous font rêver, ils nous font réfléchir. Ils nous dérangent, comme je le disais tout à l'heure, et ils nous intriguent. Ils nous intriguent. L'intrigue, c'est la clé d'un récit. Une C'est intrigue. clair. Voilà. Et donc, on a cherché des gens qui sont avant tout des auteurs et des autrices, des écrivains et des écrivaines. Voilà. Qui, à partir de leur expérience propre, vont pouvoir nous raconter d'autres choses que ce qu'on a l'habitude de lire, mais qui, au-delà justement de leur particularisme, nous emmènent par leur talent et par leur manière de nous faire voyager dans leur intérieur et dans leur extérieur. Bon, bah, écoute, c'est formidable. C'est pas étonnant que tu parles de tout ça avec tant de passion parce que pour ceux qui ne le savent pas, Marc est également auteur. Il a édité l'année dernière son premier roman Et je veux le monde chez Jean-Claude Lattès, qui a eu un joli parcours et que je vous engage tous à aller lire. C'est un formidable opéra urbain, vous verrez. Enfin, c'est un livre qui gagne à être connu. Justement, il évoquait l'intrigue. C'est une intrigue savamment menée et avec en fait tous les visages de la France. Donc ça c'était pour la petite histoire pour présenter Marc qui au-delà d'être le fondateur de d'ailleurs et d'ici est également donc auteur, éducateur et quelque part penseur des diversités, penseur de la France 2.0, de voilà de la France dans sa totalité. Donc bah en tout cas merci pour avoir présenté le prix. Je vais enchaîner justement en expliquant que donc voilà c'est la première édition de ce prix d'ailleurs et d'ici. Donc on avait prévu à la base que le prix ait lieu en décembre dernier en physique parce qu'on pensait qu'on en aurait fini avec ces histoires de Covid. D'ailleurs où est-ce qu'il aurait dû avoir lieu du coup tu me rappelles? Il devait avoir lieu à la mairie du 18e, voilà, puisque Mhm. notre association est implantée dans le 18e, enfin, son siège social est dans le 18e arrondissement, donc c'était la mairie du 18e qui devait avoir lieu. Et les Mhm. membres du jury et les auteurs ont été très, très, très patients, puisque ça a été maintes fois reporté. D'ailleurs, on en profite vraiment pour tous, toutes, surtout les remercier vraiment de leur investissement. Je sais que tu vas en parler Mhm. et le dire aussi. Oui, oui, bah justement, le jury donc qui a constitué en fait ce prix et en fait fait des membres de la rédaction d'ailleurs et d'ici. Donc on est une petite, un peu moins d'une dizaine, auxquels se sont ajoutés des membres actifs, des sympathisants de d'ailleurs et d'ici et qui sont pour la majorité des auteurs et des critiques littéraires. Donc je vais justement en profiter pour les citer et les remercier. Il y a notamment Asma Rakomom, plus connue sous le nom de Bouka Pax, qui est une influenceuse et auteure. Grande chronique. Rachida Bel, oui, grande influenceur et grande lectrice surtout. Rachida Belkacem, donc qui est auteure également, Sati Karagoz, qui est chroniqueuse littéraire, Estelle Aubert, qui est également auteure et chroniqueuse littéraire. Donc j'ai évoqué la rédaction et bien évidemment Walid Rachidi, qui est auteur, membre de d'ailleurs et d'ici et fondateur du média friction.co que je vous engage à découvrir, qui est aussi un média littéraire dans lequel vous pourrez lire des nouvelles et en fait qui est très en prise avec la technologie moderne puisque c'est quelque chose qu'on peut lire de son iPad, de son téléphone portable, qui est vraiment très compatible avec ces formats-là. On peut y lire des nouvelles, des reportages mais très subjectifs.
Et donc, c'est vraiment une nouvelle forme de littérature qu'on soutient, une littérature qui a tous les visages, qui est mondiale et locale à la fois. Donc voilà. Du coup, c'était tous les membres du jury qui ont donc participé à la mise en place de ce prix et surtout qui nous ont proposé, surtout pour les chroniqueuses littéraires, en fait, les livres que nous avons sélectionnés à travers le prisme qui était donc de choisir des livres qui avaient un côté multiculturel, dans lesquels il y avait une dimension d'intrigue, un ailleurs, et qui étaient les livres qu'on retrouve en général pas trop dans les autres prix. Donc, je vais prendre le temps de les citer. Donc, il y a Marseille 73 de Dominique Manotti, Les rivages de la colère de Caroline Laurent, 404 de Sabri Louata, Ténèbres de Paul Cahuzac, La petite dernière de Fatima Das, Le dernier Syrien de Omar Youssef Souleyman, donc Les Inconsolés de Mintra Nui qu'on va accueillir tout à l'heure, qui a recueilli le prix, Un monstre est là derrière la porte de Gaël Bellem et 6 jours d'Émilie Fathia. Donc en fait, toute cette liste, de toute façon, vous pouvez la retrouver sur notre site, donc d'ailleurs d'ici.news. Et donc Marc, tu peux nous dire un petit peu, on les a évalués sous quel prisme? Sur la force des récits, sur la mise en visibilité de sujets souvent invisibilisés et au-delà de ça, bien entendu, sur le talent, tout simplement. C'est-à-dire Mhm. la capacité à vous emmener là où ne vous attendez pas à être emmené. C'est ça la force d'un vrai livre, c'est de ne pas prévoir la route qu'il va vous faire faire. Et donc, tous ces livres ont cette force-là, et effectivement, il faut les lire, eux et d'autres, il faut les faire vivre, il faut les partager. C'est important, la littérature, c'est la vie. C'est pas juste être coupé du monde. C'est aussi une belle manière de se couper du monde par moment. Mais c'est une vie. Voilà. Donc, ce sont des gens qui font vivre cette littérature plurielle d'une France plurielle. Donc, c'est la littérature qu'on aime, notamment. Ok, super. Donc du coup, voilà, comme tu disais, on les a évalués sous différentes grilles de lecture. Donc évidemment le style, la construction du texte, la caractérisation des personnages, et puis le côté accrocheur tout simplement. Et donc il y a 4 titres qui sont sortis du lot à l'issue des délibérations. Donc, on a vraiment pris le temps de tous les regarder en détail. Et il y en a 4 qui sont sortis du lot. Donc, il s'agit de 404 de Sabri Louata, qui est édité chez Flammarion, donc qui est une dystopie située dans un futur proche avec une candidate aux élections présidentielles qui est aux prises avec le scandale des deepfakes. Alors que les deepfakes, ce sont de fausses vidéos, mais qui semblent aussi vraies que nature. Et donc, des personnages issus de l'immigration algérienne qui infiltrent les plus hautes sphères de la société française, mais qui pour autant ne résistent pas à une forme de séparatisme. Donc Sabri Louata, c'est un auteur qui a déjà eu pas mal de succès avec sa série qui a été adaptée sur Canal+. Je ne me souviens plus du nom d'ailleurs, avec un président, je crois il y avait un président algérien justement. Avec un Enfin, formidable design, donc sûr que des gens vont nous rappeler le titre là dans les commentaires. voilà, je pense que Walid, si tu es connecté, tu pourras nous rappeler le titre de la trilogie de Sabri Louata qui a été adaptée sur Canal+. Les sauvages. Voilà. Les sauvages, voilà, exactement, Merci. ça m'avait échappé. Voilà, donc en tout cas 404 semble être d'une qualité au moins équivalente, donc on vous engage tous à aller le lire. Deuxième titre qui a été remarqué par le jury, Le dernier Syrien d'Omar Youssef Souleyman, donc chez Flammarion aussi, décidément Flammarion nous a nous a régalé avec de beaux titres pour ce prix. Donc là, dans ce livre, l'auteur dresse le portrait d'une jeunesse syrienne en pleine révolution, une jeunesse passionnée, engagée, sans concession. Donc c'est un roman, voilà, avec plusieurs points de vue et vraiment où on plonge dans la révolution syrienne. Pas tout à fait à la première personne, mais presque en fait. C'est une immersion en fait assez magnifique. Et un autre texte assez audacieux dont peut-être vous avez entendu parler dans la presse. Il a fait coulé pas mal d'encre. C'est La petite dernière de Fatima Das chez Notabilia, donc qui est un livre avec un texte avec une structure poétique assez audacieuse. Les mots sont enfin, on les entend, c'est scandé. On ignore les limites entre l'auteur et la narratrice parce qu'elles portent le même prénom. Et en fait, elle y interroge ses origines, ses attirances, ses doutes, ses devoirs, sa filiation.
Et pour finir, donc le livre qui a obtenu le prix d'ailleurs est d'ici, c'est donc Les Inconsolés de Min Tran Huy, qu'on va accueillir dans quelques instants après avoir dit au revoir à Marc. Donc en effet, c'est Min Tran Huy qui a emporté le plus de voix devant les trois autres avec les inconsolés. Donc on va l'accueillir dans quelques instants. Et si vous avez des questions à poser, d'ailleurs à l'auteur, pour celles et ceux qui auraient lu le livre, n'hésitez pas, on pourra y répondre. Et donc Marc, un petit mot sur son livre avant que je te libère et que je la fasse entrer sur le live. C'est un roman très surprenant. Et moi quand je lis quelque chose, j'attends ça, j'attends d'être surpris. C'est un roman qui part sur une histoire d'amour, en fait, et qui nous emmène sur des questionnements très intimes, très perturbants, et sur cette relation amoureuse et sur les histoires de chacun et leur personnalité. C'est une très belle langue. Euh, c'est une très belle narration et c'est un livre dont le titre, Les Inconsolés, qui est je trouve un très beau titre, nous donne déjà le tempo et le la du ton de ce livre. Voilà, donc pour le reste, lisez-le, vous allez passer un moment vraiment formidable. Bah, du coup, Marc, je vais te libérer et je vais aller inviter Mine à nous rejoindre. Donc, bah, écoute, merci pour nous avoir si éloquemment parlé de D'ailleurs et d'ici et de ce qui nous motivait à lancer ce prix. On espère qu'on pourra reconduire l'initiative l'année prochaine avec toujours autant de plaisir à lire ces nouveaux auteurs, ces nouvelles histoires et surtout à les mettre en lumière. Donc, je te souhaite une bonne soirée, un bon week-end et Et puis à restez toi. connectés. Et De merci rien. encore à tous les membres du jury qui ont mis une belle énergie à se rencontrer, puisqu'on ne se connaissait pas tous, loin de là, à travers des livres, ce qui est une belle manière de faire connaissance. Merci, à bientôt. Ciao. Merci, à très bientôt, Marc. Je te Bye. déconnecte. Alors, un instant. Hop, je retire. Voilà, je retire Marc du live. Donc, eh bien, maintenant, je vais inviter Mine à nous rejoindre. Alors, pendant que je fais la manipulation, vous m'excuserez, je ralentis un petit peu. Ah, voilà, je vais la connecter. Alors, est-ce que ça marche? Je l'invite. Voilà. Alors, du coup, est-ce qu'elle est là? Donc, en attendant qu'elle se connecte, du coup, ah, bah voilà, elle nous rejoint. Bonjour Mine, Bonjour, bienvenue. On merci. est ravis de vous avoir. Mais moi de même, je suis ravie d'être là. Bon, bah c'est super. En tout cas, on vous félicite vraiment pour ce magnifique livre que Marc vient de présenter. Donc moi, je vais en faire un petit résumé un petit peu plus détaillé pour que ceux qui assistent ceux qui assistent en fait au live sachent à peu près quel est le thème. Donc moi, en quelques mots, votre livre, je l'ai résumé ainsi. Donc ce sont deux voix, deux prénoms, deux narrations, donc Lise et Louis, qui sont jeunes, ils sont différents et ils s'aiment d'un amour passionné et fulgurant. Elle dit je dans le livre. Elle est eurasienne, elle est issue des classes populaires et elle a sobrement gravi les échelons sociaux par les études et le travail. Et lui, on le découvre à la troisième personne du singulier. Il est insolemment riche, élégant, blond, un archétype des dominants à qui tout réussit de génération en génération. Donc elle s'excuse presque d'être imparfaite à ses côtés. Et lui, il explore son exotisme sans questionner sa propre démarche. Donc voilà, vous abordez les identités multiples, les différentes Frances qui cohabitent sans se rencontrer, qui se rencontrent à travers ce couple, mais qui se rencontrent rarement. Donc voilà, votre écriture, elle est fluide, authentique. On aborde la famille, le couple, l'identité par l'intime et tout en subtilité. Donc voilà, c'est ce qui nous a plu et qui a fait que voilà qu'on a voulu vous récompenser par ce prix et saluer votre talent. Et donc pour ceux qui ne vous connaissent pas, pourriez d'abord nous parler de vous, de vos autres livres peut-être. C'est votre quatrième roman, je crois. Oui, tout à fait. Alors, en fait, ma vie, elle tourne autour des livres depuis toujours, puisque j'ai Mhm. été critique littéraire, je le suis toujours, donc toujours journaliste littéraire.
Je suis aussi conseillère littéraire à l'occasion pour des festivals et j'ai aussi édité quelques livres chez Flammarion, donc en tant qu'éditrice. C'est mon quatrième roman. Et D'accord. en effet, j'avais écrit d'abord La princesse et le pêcheur chez Actes Sud, puis La double vie d'Anna Song, toujours chez Actes Sud. J'ai fait un crochet par Flammarion avec Voyageur malgré lui, et donc là, avec Les Inconsolés, je suis retournée chez Actes Sud. Et je dirais qu'à chaque fois, il était question d'identités multiples, comme vous le dites, de métissage. Et je dirais que c'est un roman qui s'inscrit beaucoup dans la lignée des précédents. Moi, je considère que chaque livre est un peu une pièce du puzzle, en fait. Et par exemple, dans La princesse et le pêcheur, c'était aussi une histoire d'amour impossible, mais entre deux adolescents, tous deux issus de l'immigration vietnamienne. Mais dans un cas, c'était un boat people, et dans l'autre cas, la jeune fille, elle était née en France. Et du coup, c'est aussi à travers une histoire d'amour impossible, l'histoire de deux migrations. La double vie d'Anna Song, là, je m'étais inspirée d'un fait divers qui avait pour cadre l'Angleterre à l'époque et qui se déroulait dans le monde de la musique classique. Et en fait, je l'ai un peu vietnamisé et francisé. Et, D'accord. je l'ai transformé, en fait. Et comme j'y ai rajouté une touche de polar, en fait. J'ai poussé vers le polar dans ce livre-là. Et Voyageur malgré lui, là, c'était plutôt une méditation sur les identités, les frontières. Et qu'est-ce que c'est qu'une frontière au 19e siècle, au 20e siècle et au 21e siècle. Et là, j'allais sur différents continents. Et là, il n'y avait pas d'histoire d'amour impossible entre deux jeunes gens, mais c'était plutôt une histoire d'amour impossible entre un père et une fille. Et là, D'accord. Les Inconsolés, en fait, je pense que j'ai renoué un peu avec, en prenant des thèmes un peu de chacun de ces livres. D'accord, d'accord, je comprends mieux. Donc du coup, mais quelle a été réellement la genèse des Inconsolés? Quelle envie, quelle inspiration a donné naissance en particulier à ce texte-là? Parce que là, on a l'impression que vous dites voilà, c'est un même puzzle, voilà, que vous construisez une même pièce, mais en même temps, enfin voilà, il y a bien une particularité qui est attachée à ce texte-là, je pense. Oui, bien sûr. Je suis un écrivain un peu sériel, mais de fait, j'espère que chaque livre est quand même suffisamment différent pour qu'on s'embête pas à chaque fois. On n'ait pas l'impression de revenir et de lire le même livre. Mais dans Voilà. le cas précis des Inconsolés, il y avait une question que je voulais explorer, qui était est-ce que la passion amoureuse peut permettre de transcender les différences, et les différences de culture, d'éducation et de classe sociale. Donc ça, c'était Mhm. le nerf de l'affaire, et ça vient d'un noyau autobiographique, tout simplement. Et j'ai utilisé pour partie des données autobiographiques pour le personnage, même si moi, par exemple, je ne suis pas métisse, donc je ne suis pas eurasienne. Mes Mhm. deux parents sont vietnamiens, Mhm. donc voilà. Mais ce qui m'a frappé, parce que j'ai lu Annie Ernaux ou Didier Héribon, par exemple, donc j'ai lu des histoires de transfuges de classe, et ça m'a fait penser au parcours de mes parents, qui eux n'ont pas simplement quitté un pays pour un autre, donc en l'occurrence le Vietnam pour la France, mais qui ont aussi quitté une classe pour une autre, puisque Oui. c'est des petits paysans, et que grâce aux études, en fait, ils étaient très bons en maths et en physique-chimie, ils ont Mhm. pu immigrer, et c'était un peu la méritocratie républicaine transposée au Vietnam, si vous voulez. Et ils ont acquis les diplômes. Donc mon père a fait Centrale, ma mère, elle était directrice de recherche Mhm. au CNRS Polytechnique. Donc ils avaient des postes dont on pourrait imaginer que c'est la bourgeoisie intellectuelle française. Mais en même temps, ce qui était frappant, c'est qu'ils n'avaient pas les codes du tout de cette Bien bourgeoisie sûr. intellectuelle Mhm. française. Ils ne parlent pas comme des Français. Déjà, leur langue maternelle, bien sûr, c'est le vietnamien. Ils n'ont pas le même humour, le même ton, et ils n'ont pas forcément les usages de certaines classes sociales que moi j'ai été amenée à fréquenter parce que, alors eux, leur rêve, c'était que leurs enfants fassent des études scientifiques, trouvent un métier d'ingénieur et s'installent tranquillement. Et en fait, ils ont eu que des littéraires. C'était le drame. Et, et donc, bon, mais on était des bons élèves, tous les trois, parce que j'ai une petite sœur et un frère. Et moi, donc je suis allée au lycée Henri IV, en prépa, et ensuite à Sciences Po. Donc Mhm. sur Paris, donc dans les deux cas, on peut considérer que ce sont un peu des fabriques des élites françaises actuelles. Bien Euh, sûr. et donc, moi, je suis rentrée grâce à mes bonnes notes, mais je me suis aperçue,
j'avais pas encore lu Bourdieu, mais ensuite j'ai compris, à savoir que oui, il y a aussi un Il y a des capital codes, culturel qui bien sûr. vient en plus de ça. Et donc voilà, donc c'est ça qui est plus, qui est rentré plus dans ce livre-là par rapport aux autres. Bien sûr. Et par ailleurs, moi, ce qui m'intéresse, c'est pas simplement de parler d'une réalité sociologique. Ce qui m'intéresse, c'est de pouvoir transcender aussi cette réalité sociologique, à savoir que je m'étais dit, bon, ça, je veux que ça figure, mais je veux que ce couple, ça soit un Tristan et Iseult contemporain. Je veux je veux qu'il y ait une passion vraiment flamboyante, et je veux aussi qu'on traverse parfois même, enfin, qu'on côtoie le fantastique, voire qu'on y plonge carrément, ce qui se passe un peu dans le C'est livre. clair. Et je voulais voir si on pouvait faire le pont entre, d'un côté, la chronique sociologique, et de l'autre côté, le conte. Un conte qui irait du coup, qui transformerait les lois de la réalité, si je peux dire. Donc c'est ça qui m'intéressait. Et je pense que ce qui m'est venu très vite, c'est ce qui est devenu la première page du livre. C'était la première page m'est venue tout de suite. Et elle décrit donc un homme qui dépose le corps de quelqu'un enveloppé d'un drap Oui. tout autour d'un lac, avec, c'est la nuit de pleine lune, et derrière il y a un château. Mhm. Or, on est au XXIe siècle. A priori, on se demande pourquoi est-ce qu'il y a un château, qu'est-ce qui s'est passé exactement. Et cette page-là, elle m'est venue immédiatement. Elle a des influences un peu gothiques. Mais les gens m'ont demandé ensuite si j'avais pensé aux Sœurs Brontë, ou bien, je sais pas, Edgar Poe, des choses comme ça. J'y avais pas pensé tout à fait en ces termes-là, mais c'est vrai qu'on peut les rattacher à ça. Et en fait, j'ai écrit cette page en 2 heures, c'est allé très vite. Et après, j'ai mis 7 ans avant de pouvoir. Ah oui, ah oui, d'accord. Oui, oui, ça a été long. J'ai même eu le temps donc d'écrire un roman et un Notre essai. livre. Donc, Ok. parce que je suis restée bloquée très longtemps par la première scène, qui est la scène du coup de foudre. Parce Mhm. En fait, pour moi, le challenge, c'était comment est-ce qu'on peut écrire aujourd'hui une scène de coup de foudre crédible entre un homme Oui. et une femme, enfin 2 étudiants qui se rencontrent à une terrasse de café. Et Mhm. j'ai eu le syndrome de la marquise sortie à 5 heures, en fait. Et donc, je me suis dit, mais en fait, c'est pas possible, c'est pas possible, c'est pas possible. J'ai fait 50 versions, je me disais, mais c'est nul, mais c'est stupide, mais c'est ridicule, mais c'est pas romantique, là, c'est bête. Voilà. Donc, il m'a fallu un peu de temps, donc 7 ans. Et là, je me suis dit, bon, c'est pas grave, tu passes, t'avances et tu vois si tu peux arriver quand même à donner forme à ce livre que tu as dans la tête, évidemment, comme tout livre dans la tête, qui est une merveille dans ta tête, mais qui Oui, manifestement, oui. t'a fait une merveille lorsque tu commences à en accoucher. Non, mais en tout cas, effectivement, ça rejoignait une des questions que j'allais vous poser, parce que moi, c'est quelque chose qui m'a frappé justement dans le livre, c'est ce côté inclassable en fait, le fait qu'on soit au confluent de plusieurs styles. Donc, il y a des éléments de polar, il y a des éléments de conte médiéval, comme vous disiez, l'aspect de l'identité, l'aspect sociologique, comme si vous n'aviez pas pu choisir, et en même temps, cette capacité à trouver cette symbiose. Donc, avec ce que vous venez de dire, je comprends mieux déjà que vous ayez mis 7 ans, mais que la mayonnaise est prise parce que quelque part c'était le deal de départ, c'était de savoir si vous arriveriez à, à faire cohabiter tous ces genres-là sans faire un livre qui soit difficile enfin qui soit imbuvable. Et pour le coup, Ah, c'est une vraie réussite. Est-ce que la C'est recette vraiment, allait aboutir à une tambouille indigeste, ou est-ce que ça c'est allait être ça. un chef-d'œuvre? C'était un peu la question. Bon, Euh, bah, l'attribution du prix vous prouve que c'est un c'est chef-d'œuvre, réussi. j'y crois. Non, non, mais Mais ce qui est sûr, c'est que je pense qu'on écrit en fait les livres qu'on aimerait lire. Tous les auteurs font ça. exactement, Voilà. c'est ça. Donc, donc moi, c'est vrai que alors je m'attache dans un livre déjà à ce qu'il y ait une intrigue en effet, et à ce qu'on tourne les pages en se disant tiens comment ça va se poursuivre. Et de ce point de vue-là, j'aimais bien l'idée de commencer par cette mort mystérieuse, et par le fait que donc il y avait quelque chose à découvrir, et qu'a priori ça appartient plus, alors c'est plus de l'ordre du polar. Ensuite,
c'est vrai que alors les contes font partie de mon univers depuis toujours. J'adore les contes vietnamiens en particulier. Il y a une version vietnamienne de Cendrillon, par exemple. Il y a des versions. Ce qui est amusant, c'est que il y a beaucoup de versions vietnamiennes de mythes qui nous paraissent sinon occidentaux et de manière générale universels. Et ça, j'ai toujours voulu les intégrer. Et là, ce qui m'a intéressé, c'est de jouer avec le mythe de Cendrillon, donc la Cendrillon de Perrault, le mythe de la Cendrillon vietnamienne, qui est beaucoup plus sanglant, et de faire le pont, si vous voulez, entre ces différentes versions, parce qu'en en fait, on a aussi la version de Grimm, qui n'est pas exactement la même, par exemple. Mhm. Et donc, moi, j'aime beaucoup jouer, c'était le cas dans mon premier roman, La princesse et le pêcheur, j'aime beaucoup jouer à installer des effets d'écho entre une légende et un récit contemporain. Dans La Mhm. princesse et le pêcheur, j'avais une légende vietnamienne qui faisait office de fil rouge et qui accompagnait finalement ce qui arrivait au héros. Et donc, il y avait un côté un peu fatalité, de façon tragédie grecque, euh, qui planait sur l'histoire tant des héros contemporains que de donc, l'histoire mythique. Et là, je voulais jouer un peu avec ça. Je voulais un peu démultiplier ça aussi. Et c'est pour ça qu'il y a ce château qui, en fait, l'histoire du château fait bien sûr écho à celle des personnages, par exemple, Mhm. qui elle-même fait écho à l'histoire de Cendrillon, qui elle-même fait écho, etc., etc. Et donc, je traite Mhm. ça de cette façon-là. Et ça, c'est ce qui me permet de teinter un peu de merveilleux la réalité. C'est ce qui me permet aussi de, voilà, de faire découvrir, enfin, de prendre des chemins de traverse qu'on n'imagine pas forcément lorsqu'on se dit, bah, tiens, je vais lire, écrire une histoire, enfin, je vais lire une histoire d'amour avec un peu de polar. Donc voilà. Mhm. Et après, ce qui s'est rajouté à ça, un peu le roman des origines. Et là, c'est une composante qui revient régulièrement dans mes romans et qui revient un peu malgré moi. C'est-à-dire que je me suis aperçue que euh, alors que je pense qu'initialement, je m'étais toujours dit, non, mais c'est pas parce que tu es d'origine vietnamienne que tu vas écrire des livres où tu vas parler de tes origines vietnamiennes et où on verra, où on découvrira la vietnamité des choses. Ben, en fait, je m'aperçois que ça ressort. Et que finalement, mais que pour moi, c'est plus un symbole qu'autre chose. Il se trouve que voilà, les origines vietnamiennes font partie de moi, mais bon, bien sûr, je suis née en France, ma langue est le français, et à ce titre, ben, je suis française jusqu'au bout des ongles, Bien si je sûr. peux dire. Mais je pense que le, le Vietnam est devenu, dans mes livres, une façon de... Ah, je ne vous entends plus. Allô? Je vous ai perdu là. Allô? Ah, vous m'avez Vous retrouvé. avez perdu pendant quelques secondes. Voilà, ça y est, je vous entends. Voilà. Non, je disais que je pensais que le Vietnam, dans mes livres, était un peu le symbole de l'exil et qui n'est pas simplement un exil culturel, mais qui vient du sentiment d'être étranger. Et je pense que l'une des raisons pour lesquelles on lit et on écrit, c'est qu'on s'est toujours à un moment ou à un autre senti étranger, étranger au sein de sa famille, étranger au sein de sa classe sociale, étranger au sein de sa classe à l'école, étranger au sein de ses amis. Et que quelque part, écrire, c'est pour suivre ça qu'on le fait. Et lire, c'est aussi pour suturer ce sentiment d'être un exilé parmi les... Voilà, d'être seul en fait. Et je pense que c'est pour ça que le Vietnam revient, parce qu'il est un peu le symbole de ça dans mes romans. Et, euh, et voilà. Donc c'est pour ça il y a autant de jeux avec différents genres, parce que pour moi, c'est des genres qui m'intéressent, et c'est des genres que je lis, et c'est des genres dont je me suis toujours demandé si on pouvait les faire cohabiter. Et c'est pour ça que... Ah, je vous capte plus. Alors c'est peut-être que moi. Je vous ai perdu On quelques poursuit avec instants, mais du c'est peut-être que thriller. moi. Voilà. Non, c'est bon, c'est moi, c'est en fait, oui, c'est ce que mon écran s'est mis en veille, donc il s'est rallumé, heureusement. Voilà, c'est ça. Voilà. Donc je disais qu'on commence finalement avec cette première page intrigante. Ensuite, on plonge dans une atmosphère qui tient plutôt du roman des origines. Euh, Mhm. Poursuit avec ensuite là, c'est le thriller qui devient plus prépondérant vers la fin. Bien sûr. Mhm. Et Ah, désolé, ça bug un petit peu. J'espère que ce n'est pas moi. Vous êtes revenu? ah, Ça non, bug. c'est Je ne moi, sais pas c'est si parce c'est que de mon voilà, côté ça y est, j'y ou suis. du vôtre. Oui. Non, mais en Je tout pense cas, que il y a une très très belle évolution dans le livre. oui, il y a en tout cas un passage.
mon truc, hop, et on finit dans le fantastique. Voilà, avec l'espoir, qui est mon espoir aussi, que finalement, la littérature est plus forte que le réel. Et en tout cas, la croyance, d'une certaine façon, c'est un livre sur la pensée magique. Que voilà, que ce qui n'a pas pu se passer dans la vie peut se passer autre part. Voilà. Peut- En tout cas, c'est plusieurs livres en un, et moi, c'est vrai que ça m'a emmené, ça m'a fait voyager. J'ai vraiment beaucoup aimé. Puis il y a aussi la partie alternance de point de vue, jeu et île, que j'ai trouvé très intéressante à chaque fois de changer changer d'angle, un peu comme on changerait de caméra dans un film. Peut-être que vous pouvez nous en dire quelques mots. Ah, excusez-moi, mais ça a Allô? coupé et du coup, Ah, oui, ça y est. pardon, oui, je disais que j'avais été interpellée et intéressée par le fait du changement d'angle. En fait, vous alternez la narration à la première personne et à la troisième personne. Et moi, c'est quelque chose qui m'a plu, un peu comme on changerait d'angle de caméra dans un film, en fait, au niveau de l'imaginaire. Et j'ai trouvé ça super. Donc, est-ce que vous pouvez peut-être nous en dire un petit peu, quelques mots? Oui, en fait, j'aime bien les narrations à deux voix, de manière générale. Mhm, Et là, je m'étais dit, parce qu'en fait, moi, jouer avec les points de vue, ça me permet en fait de surprendre le lecteur. Parce que là, par exemple, vous avez une narration à la première personne, donc c'est une narration assez intime. Donc vous rentrez dans la tête de Lise, qui est l'héroïne. Et puis l'autre narration, qui est une narration à la troisième personne, vous pouvez imaginer d'abord que c'est une narration omnisciente, puis ensuite vous apercevez qu'il y a un jeu qui apparaît, et ensuite vous allez vous demander qui est ce jeu. Voilà. Et moi, j'ai pensé à des choses comme par exemple le meurtre de Roger Ackroyd d'Agatha Christie. Bon, alors pour mhm. ceux qui n'auraient pas lu Le meurtre de Roger Ackroyd, ce qui est amusant dans ce livre-là, c'est que d'habitude, dans toutes les histoires d'Hercule Poirot, généralement, c'est pas un des personnages qui parle et qui dit je. Et là, c'est un des personnages qui parle et qui dit je, qui participe à l'enquête, enfin, qui participe à l'affaire. Et vous apercevez à au dernier chapitre, qu'en fait, c'était lui l'assassin. Et donc, Agatha Christie retourne comme ça la narration. Et ça, c'est quelque chose qui est assez amusant à faire. Et donc j'ai voulu jouer avec quelque chose de cet ordre. C'est que je me suis dit, donc comme il y a eu un mort, il y a eu une mort, donc déjà qui est mort? Donc, je ne le sais pas avec certitude. Et deuxièmement, donc qui parle, et donc là je ne vous le dis pas non plus. Non, Et bah donc, non. comme Gardons. c'était un peu comme si, disons que le livre était un oignon. Vous pelez, vous avez une pelure, vous Ah, enlevez une deuxième pelure, vous enlevez une troisième pelure. Et ça, c'est la narration avec les points de vue qui permet de le faire. Et qui permet de surprendre et d'ajouter voilà, une couche de surprise. Et c'est quelque chose que j'ai toujours aimé faire. Donc, mon deuxième roman, La double vie d'Anna Song, mhm. avait une narration uniquement constituée d'articles de journaux et une narration Oh, uniquement constituée de narration à la première personne. Et vous aviez une vérité publique et médiatique, une vérité intime et amoureuse, et puis à la fois cachée et en fait créée par ces deux vérités, il y en avait une troisième qui apparaissait à la fin. Et si jamais on d'accord. était attentif, on s'apercevait qu'en réalité, c'était là depuis le début et que donc on pouvait relire le livre dans cette perspective nouvelle. Donc c'est quelque chose que j'aime beaucoup faire et je cherche à chaque fois de nouveaux points de vue et une nouvelle façon de manipuler le lecteur en fait pour qu'il en ait pour son argent, si je puis dire. C'est le cas, c'est le cas. En tout cas, c'est extrêmement réussi. Donc moi, à nouveau, je vous félicite pour ce travail, même si c'est, voilà, c'est de la passion. On sent que c'est habité, incarné, qu'il y a de vous, mais qu'il y a et également enfin surtout du talent, du travail. Voilà, je comprends mieux quand vous dites que vous avez mis 7 ans à le faire et la perception des différents genres que vous avez voulu entremêler. Et c'est fait avec brio. Donc, encore une fois, donc on vous remet ce premier prix d'ailleurs est d'ici. On espère qu'il sera suivi d'autres prix, mais en tout cas voilà, vous êtes la première et on est ravi voilà de vous avoir de vous attribuer ce prix-là. Avec Eh ben, voilà tout le jury bien de rien et donc voilà j'en profite aussi pour remercier tout le jury pour la sélection, pour tout le travail que ça a constitué, pour les débats que ça a occasionné et c'est une formidable aventure humaine. Ça permet aussi voilà d'échanger, de rencontrer des auteurs et c'est toujours un plaisir et comme on l'a mentionné certains membres du jury d'ailleurs et d'ici sont auteurs donc c'est toujours quelque chose qui enrichit
de croiser les points de vue sur les démarches, les démarches d'écriture. Donc un grand merci, un grand merci aussi à Actes Sud justement pour avoir permis la mise en relation avec vous et de vous avoir et que vous nous éclairiez sur votre démarche et voilà et ce qu'il y a derrière la machinerie derrière le beau résultat qu'on a là. Alors qu'on voit un petit peu à l'envers, désolé à cause de la caméra, mais voilà. Donc encore une fois, félicitations. Et bah, de rien, de rien, de rien. Donc on va faire en sorte que la vidéo soit accessible du profil Instagram d'ailleurs et d'ici. On va, si possible, essayer de la mettre en ligne aussi sur notre site. Donc on engage nos followers à faire circuler la vidéo, de manière à faire circuler aussi votre travail ainsi que celui de toutes les personnes qui ont été sélectionnées, présélectionnées en tout cas pour le prix. Donc encore un grand merci et puis bah, on va courir s'acheter les autres livres pour voir comment vous avez manipulé les lecteurs sur les les précédents livres. En tout cas encore bravo, je vous remercie et j'espère à bientôt. J'étais ravie De d'être là. rien et puis oui ravi aussi et puis bah, on vous remercie d'avoir pris le temps parce qu'on sait que vous êtes une jeune maman et donc Oui, que vos enfants vous attendent. tout de suite là. D'accord. Bon, on va pas vous retenir plus longtemps. Merci beaucoup, bravo Mine encore, et puis à très bientôt. À très Je bientôt. vais vous déconnecter à très bientôt. Merci encore. Alors, hop, est-ce qu'on y arrive? Voilà. Alors en tout cas, c'était, moi j'étais ravie de présenter ce premier prix d'ailleurs et d'ici, et j'étais surtout ravie de tous les échanges que ça a occasionné auparavant, comme je disais avec le jury et de toutes ces belles rencontres sous forme de livres. Donc j'engage toutes les personnes qui ont suivi le live à se rendre sur d'ailleurs et d'ici.news pour d'une part consulter la liste des livres qui étaient en lice et je vous engage à aller acheter non seulement Les Inconsolés donc de Mintra Nui et également les 3 autres livres qui ont été sélectionnés, donc la petite dernière 404 et le dernier Syrien. Voilà, retrouvez-nous sur les réseaux, retrouvez-nous sur le site et puis n'hésitez pas surtout à consulter également nos articles voilà, qui parlent de la France plurielle sous différents angles, que ce soit culturel, sociologique, politique. Voilà, essayez de rétablir un petit peu plus d'égalité, de diversité dans le paysage médiatique français. Donc, on vous dit à bientôt et j'espère à l'année prochaine pour un nouveau prix. Merci beaucoup, merci à Actes Sud, merci à Mine, bravo à Marc en tout cas pour cette initiative et puis à très bientôt. Je me déconnecte. Au revoir.